Bonjour à tous, c'est Mallory de CNKR. Je suis ravie de pouvoir vous présenter le replay de la visioconférence qui a eu lieu le 22 octobre à 20 heures sur le thème de l'ATM avec Alexandre Janvier-Bégaud qui a eu la gentillesse de nous présenter son travail. Donc la conférence dure 1 heure et la partie questions-réponses qui a eu lieu le 22 octobre a été enlevée dans le replay pour plus de facilité de mise en ligne et de partage. Donc cette conférence a été organisée par CNKR, qui est une association nantaise organisant des conférences tout au long de l'année, habituellement en présentiel. Évidemment, lors de cette période particulière, tout se fait en visioconférence. Donc je laisse la parole à Alexandre. Allez, alors bonjour à tous, moi je suis Alexandre Janvier-Bégaud, du coup kinésithérapeute. Je travaille en cabinet libéral sur Montpellier, j'ai mon propre cabinet avec 2 collaborateurs du coup. Et je pratique la rééducation maxillofaciale, j'ai fait plusieurs formations en tout cas pour essayer de me spécialiser là-dedans. J'ai effectué le diplôme universitaire à Montpellier, qui est un diplôme fait par des kinés et des médecins pour des kinés, donc je vous le conseille vivement en tout cas, si vous voulez vraiment approfondir, avoir de bonnes connaissances théoriques, il est très très bien pour ça. Après, il est théorique. J'ai complété ça avec des formations notamment en thérapie manuelle sur la sphère orofaciale, des cycles longs. J'ai fait aussi, quand j'étais étudiant en kiné à la DERF, j'ai fait mon stage mémoire en chirurgie maxillofaciale. Donc j'ai pas mal pratiqué à cette occasion dans ce service-là et j'avais même pris un sujet de mémoire sur une fracture trifocale, donc des cas assez lourds quand même en maxillo. Et par contre, j'ai complété ça aussi par de la thérapie manuelle orthopédique. Alors j'ai fait un cursus assez long dans un organisme privé. Et du coup, ce soir, peut-être que dans l'intervention que je vais vous présenter, il y aura un petit peu de cette influence de la thérapie manuelle orthopédique, avec un mode de raisonnement que je vais vous proposer. Après, c'est pas la panacée, c'est pas forcément la seule chose qui existe dans cette rééducation, mais c'est ce que je vais vous proposer ce soir. Alors François m'avait demandé de faire une intervention du coup sur voilà, cette rééducation maxillofaciale. Il m'avait dit qu'il n'y aurait pas forcément que des personnes qui seraient spécialisées dans cette rééducation, et moi j'ai choisi du coup de vous présenter la dysfonction de l'appareil manipulateur. Alors pourquoi? Parce que en fait, cette pathologie, c'est la pathologie que vous avez le plus de probabilité de rencontrer au cabinet, même si vous n'êtes pas spécialisé en tout cas. Vous avez des orthodontistes, des dentistes, des stomatos, des ORL, des médecins généralistes qui peuvent vous prescrire en fait ce type de patients et qui peuvent vous les adresser en fait. Et du coup, avec cette intervention ce soir, le but c'est de vous donner au moins peut-être un raisonnement et quelques techniques, voire même aussi des exercices, des moyens d'évaluation pour que vous puissiez déjà prendre en charge de manière assez honnête quand même ces patients. On va dire que c'est l'objectif assez costaud en tout cas de l'intervention ce soir. La dysfonction de l'appareil manipulateur, c'est en fait, ça correspond aux douleurs et aux troubles de fonctionnement de l'appareil manipulateur en rapport avec une anomalie musculo-squelettique. Alors c'est une définition assez large, mais en fait, la dysfonction de l'appareil manipulateur, ça peut avoir plein de symptômes et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette intervention. Alors le plan de ce soir, tout d'abord, on va faire quelques rappels anatomiques et on va parler un petit peu de biomécanique. Ça va nous permettre ensuite d'introduire la physiopatho et ensuite on saura peut-être on pourra un peu mieux expliquer ce qu'on va faire dans nos techniques et dans notre éducation. Comme je vous disais, moi je suis formé en thérapie manuelle orthopédique, donc dans notre thérapie manuelle orthopédique, on a 2 plans dans notre bilan. On a un examen subjectif, on pose des questions à notre patient, on fait une anamnèse et le patient nous explique dans ses propres mots, dans ses propres termes, en fait, ses symptômes, ses plaintes. On enchaîne ensuite avec un examen physique. On va réaliser des tests, on va réaliser des mesures, des tests de mobilité, des tests palpatoires, des tests neurologiques, des tests neurodynamiques. Donc il y a pas mal de choses, c'est un examen assez structuré. Et ensuite, on verra un petit plan de prise en charge et d'auto-rééducation pour vos patients. Alors, je vais vous montrer, alors, c'est pas du tout exhaustif, mais je vais vous montrer quelques techniques de thérapie manuelle qu'on peut appliquer pour ce genre de patients et des exercices d'auto-rééducation et de praxis. Les praxis, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de facteurs de coordination et d'adaptation d'un être humain pour réaliser une action, une tâche donnée. En fait, c'est tous les schémas moteurs que vous pouvez avoir. Donc les praxis, on a les praxis linguales, on a les praxis de déglutition, on a les praxis de phonation, on a, on a les praxis de ventilation aussi. Et tout ça, il va falloir le bilanter et peut-être le réappliquer chez certains patients. Alors on attaque tout de suite avec quelques rappels anatomiques. Là, vous avez une mandibule
et vous avez surtout 2 condyles mandibulaires. Et comme vous le constatez, ces condyles mandibulaires, ils ont plus ou moins une forme sphéroïde. Qui dit forme sphéroïde dit quand même peut-être 3 degrés de liberté plus ou moins. Vous le voyez, ces 2 condyles, ils sont reliés par le même os, la mandibule. Du coup, déjà ce qu'on peut déduire, c'est qu'une articulation temporomandibulaire, bah, elle est jamais totalement indépendante. Elle va fonctionner avec son homologue contralatéral et elle va fonctionner aussi avec l'articulé dentaire. Donc on a 2 condyles, on a un système bicondylaire, mais on parle aussi de système bicondylo-occlusal parce qu'en fait, ces 2 articulations temporomandibulaires sont très liées à l'articulé dentaire. Si vous avez des problèmes d'articulé dentaire, vous aurez peut-être des problèmes d'articulation temporomandibulaire. Et inversement, si vous avez des problèmes d'articulation temporomandibulaire, peut-être qu'à terme, ça pourra occasionner des problèmes d'articulé dentaire. Donc ça, c'est pour la première partie. Voilà, c'est juste pour vous présenter à quoi ressemble un condyle mandibulaire. Et sur une vue un petit peu plus précise de cette articulation, on voit que ce condyle mandibulaire, il est ici. Il s'articule avec le crâne par l'os temporal avec la fosse mandibulaire. Et surtout, on voit que dans cette articulation, on a la présence d'un disque, donc comme dans beaucoup d'autres articulations. Avant, on appelait ça un ménisque. Ce disque, il a plusieurs rôles. Déjà, il va rétablir un petit peu la congruence articulaire entre les deux surfaces. Mais surtout, il va avoir un rôle très essentiel dans la physiopathie. On va le voir après. Ce disque, il n'est pas vascularisé, pas innervé, mais dans les tissus derrière ce disque, il y a beaucoup d'énervation, beaucoup de vascularisation. Et ça va jouer un rôle essentiel, en tout cas, dans la pathologie, qu'on va voir après. Pour ceux qui connaissent vraiment pas, j'ai mis cette slide, ça paraît peut-être évident pour certains. On a un mouvement d'ouverture buccale qui est possible pour la TM, avec, on va dire, une amplitude de 0 à 50, 60 mm. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on estime que 35 mm, c'est l'ouverture buccale vraiment strictement minimale, pour qu'on ait une fonction idéale. Le confort, on va dire que c'est 45 mm, ça vous permet déjà peut-être de croquer dans une pomme, de manger un sandwich, donc on a un peu plus de confort. Et par contre, pour bailler, on peut augmenter 50 à 60 mm. En B, vous avez la propulsion, plutôt de 0 à 10 mm. Et enfin, la déduction, que vous voyez sur le dernier graphique, qui va me permettre d'emmener le menton à gauche et à droite. Et là, on a en général entre 8 et 10 mm de part et d'autre. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'articulation temporomandibulaire, c'est une articulation suspendue. Donc, c'est une articulation qui supporte mal quand même les pressions et les compressions articulaires. Donc c'est peut-être un système bicondylaire, mais c'est pas comme un genou, c'est plutôt comme une épaule, donc ça va mal supporter trop de contraintes en compression en tout cas. Et ça, c'est juste pour vous imager 2-3 petites choses, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Posselt. En fait, quand vous partez du point 1 de ce diagramme, c'est le point interincisif inférieur, le point au niveau des dents du bas, on peut aller en déduction droite maximale jusqu'au point 6, en déduction gauche maximale jusqu'au point 5, et en ouverture buccale jusqu'au point 4. Mais par contre, dans ce cercle, enfin cette ellipse bleue, on voit qu'on a plein de traits rouges, et ça, en fait, ce sont les cycles masticatoires. Quand vous mâchez, vous vous servez uniquement de 40 à 50% de l'ouverture buccale que vous avez au maximum, et de très peu de déduction, en fait. Donc, dans l'idéal, on n'a pas forcément besoin de toutes ces amplitudes pour mâcher, fonctionnellement en tout cas. Et si on prend un autre plan, là, du point 1, on peut aller jusqu'au point 3 pour voir la propulsion, on peut aller aussi jusqu'au point 4 pour l'ouverture buccale. Alors vous voyez qu'il y a un petit décroché du 1 au 2 puis du 2 au 3. C'est normal, quand vous avancez vos dents elles doivent s'ouvrir un petit peu pour que les dents du bas puissent passer les dents du haut. En fait. Il y a un petit décroché, c'est normal. Pareil, on n'a pas besoin de toute cette propulsion en fait, pour avoir ce cycle masticatoire. On en a besoin de 30, 40%. Et là, on voit bien aussi l'ouverture buccale qu'on n'a pas forcément l'utilité de toute cette ouverture pour la mastication. On voit, alors il n'y a pas de chiffres, mais qu'on a un tout petit peu de rétropulsion aussi dans la TM. C'est de l'ordre de 2-3 mm. Et ça, c'est l'articulé dentaire, et c'est très important, c'est ce que je vous disais. Quand vous voyez par exemple une image comme ça, là on voit un petit contact prématuré molaire à gauche, on voit une béance à droite, et bien en fait on peut déduire que peut-être il y aura des choses au niveau des ATM. C'est des hypothèses après, mais c'était juste pour que vous puissiez comprendre que cet articulé dentaire a peut-être un impact sur l'ATM, mais peut-être que c'est un problème d'ATM qui occasionne aussi cet articulé dentaire qui est dysfonctionnel. Donc après c'est notre bilan qui va vous permettre de déterminer d'où vient le problème. On parle un tout petit peu de myologie, on a des muscles masticateurs, des muscles aussi au niveau du visage. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est surtout l'innervation. Vous avez le muscle principal, un des muscles principaux, le masséter, qui est un des muscles les plus puissants du corps, en force développée par densité musculaire, donc qui part de l'arcade zygomatique jusqu'au gonion.
On a le temporal, ici, qui est sur toute l'imminence temporale, qui a aussi un rôle de fermeture, d'élévateur, on appelle encore, ou de masticateur. Vous voyez les muscles postés aussi au niveau du visage, mais qui ne nous intéressent pas trop dans la mastication en tout cas. Et par contre, si on va un peu plus profond, on a deux autres muscles. On a le ptérygoïdien médial, qui est en fait l'homologue du masséter, mais d'un point de vue interne par rapport à la mandibule. Et par contre, un muscle qui va nous intéresser, on va voir une petite vidéo après juste de ce qu'il fait dans l'articulation, le ptérygoïdien latéral, qui a deux chefs musculaires, qui part du processus ptérygoïde, et qui va s'insérer sur le condyle mandibulaire, sur son chef inférieur, et sur le disque articulaire, sur son chef supérieur. Alors, je vous ai juste mis une autre slide. Ça, c'est pour que vous compreniez qu'on ne peut pas tout palper, en fait. Il y a des muscles qu'on peut palper, le masséter, qui est vraiment palpé très facilement, vous serrez les dents, vous le palpez. Le temporal aussi. Par contre, vous avez des personnes qui disent qu'on peut palper le ptérygoïdien latéral ou le ptérygoïdien médial. Alors, le ptérygoïdien médial, on peut probablement le palper, mais c'est très, très algique. Le ptérygoïdien latéral, il y a des études qui montrent qu'on peut le palper sur des cadavres, mais je vous conseille pas d'essayer. Il y a des personnes qui font du dry needling de ptérygoïdien latéral. C'est assez impressionnant à voir au niveau des images. En tout cas, voilà, je sais que ça se fait, mais je vous en parlerai pas forcément ce soir. Je vais vous montrer la petite vidéo, donc je vais essayer de partager ça avec vous. Je pense qu'il faut faire un nouveau partage, et c'est juste pour vous montrer comment fonctionne l'ATM. Donc c'est une vidéo qui est gratuite sur YouTube. Donc en fait, quand vous ouvrez, il y a un mouvement de rotation qui se produit dans l'ATM, mais pas que en fait. S'il n'y avait que cette rotation-là, on n'ouvrirait quasiment pas en fait la mâchoire. C'est pour ça qu'il y a le ptérygoïdien latéral. Ce muscle, en fait, il va venir tirer votre disque articulaire, et ce disque articulaire, il va fonctionner comme un hamac, en fait. Il va venir repousser le condyle vers le bas. Donc en fait, on a une rotation du condyle, et on a aussi une translation de ce condyle, ce qui permet d'avoir une ouverture buccale assez importante, en fait. Et ça, c'est lié au ptérygoïdien latéral. Par contre, on peut avoir des problèmes chez certains patients qui sont notamment bruxomanes, qui vont en fait avoir une contraction très importante des muscles masticateurs. C'est la même innervation comme on l'a vu. Donc ce ptérygoïdien latéral, il peut se contracter aussi en permanence. Il peut venir tirer sur ce disque. Ce qui peut se produire, c'est ce qu'on va voir, un déplacement du disque en fait. Le patient, il n'ouvre pas forcément, il est juste en train de contracter son ptérygoïdien latéral, et en fait, ce disque va se déplacer vers l'avant. Or, comme on l'a dit, les structures postérieures du disque, elles sont innervées et vascularisées. Et c'est ça qui peut déjà poser problème au niveau de la douleur, quand vous serrez les dents, quand vous avez de la compression articulaire. Ça peut être douloureux en tout cas. Et le deuxième point, c'est d'un point de vue mécanique aussi, c'est que quand vous avez une ouverture buccale, vous allez peut-être avoir la présence d'un claquement, d'un craquement, ça dépend, plutôt un claquement en tout cas. Le disque, en fait, il va venir rechapeauter le condyle mandibulaire. Puis par contre, on a un claquement aussi à la fermeture, parce que le disque, il reste en avant du condyle lorsque la mâchoire se ferme. Dans des cas très graves, on peut avoir aussi le disque qui est vraiment devant et qui bloque complètement l'ouverture buccale. C'est ce qu'on appelle le déplacement discal irréductible, contrairement à avant où c'était le déplacement discal réductible. Là, on n'a même plus de claquement articulaire. Par contre, on a aussi une limitation de l'ouverture buccale. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vais revenir maintenant. Je pourrais vous la remontrer s'il faut à la fin, en tout cas. Je vais revenir sur le slide. Et là, c'est pour vous illustrer juste avec un cas clinique. Quand moi, j'avais vu de la traumatologie un peu lourde, quand j'étais en chirurgie maxillofaciale, j'avais vu une fracture trifocale de la mandibule. Et en fait, je vais vous montrer après une reconstitution 3D d'un scanner d'une patiente qui avait une fracture articulaire des deux condyles. Et en fait, là, c'est le scanner 3D. Et on voit en fait qu'on a une bascule de ces deux condyles mandibulaires qui suit le trajet du ptérygoïdien latéral en fait. Donc le condyle, là, sur ces fractures que vous voyez, il a basculé en avant, en dedans et en bas. Donc c'est des fractures déplacées, articulaires, bilatérales, et il y avait même une fracture du coup supplémentaire extra-articulaire. Mais en fait, ce ptérygoïdien latéral, il a vraiment un rôle essentiel dans cette pathologie-là. Et sur cette slide supplémentaire, là vous avez une coupe transversale. On voit en fait que chez cette patiente, il y avait un truc qui cloche. Hein. On a ces bascules des deux condyles. Donc ce ptérygoïdien, on va y revenir, mais il est vraiment intéressant dans notre pratique. Alors, on va passer d'un point de vue kiné maintenant, parce que c'est ça qui nous intéresse ce soir. On va parler un petit peu du bilan. Comme je vous disais, on va parler d'abord de l'examen subjectif du patient. En fait, moi j'ai une structure voilà, que je suis avec le problème principal de mon patient. Je vais remplir ensuite un body chart, un schéma corporel, où je vais noter les sites de douleur, je vais vous montrer ça. Je vais lui demander quelles peuvent être les activités qui déclenchent ces douleurs.
Je vais lui demander un petit peu de tout l'historique, l'anamnèse. On pourra parler un petit peu des drapeaux rouges, mais c'est pas trop le thème de ce soir de l'intervention, mais il y en a quand même. Et après, on a un examen physique assez structuré. Juste ce soir, je n'aborderai pas trop avec vous le test neurologique et les tests neurodynamiques, parce qu'on est limité en temps et on ne peut pas tout aborder, mais en tout cas, si ça vous intéresse, je vous donnerai des références après l'intervention pour pouvoir approfondir tout ça en tout cas. Donc notre patient, alors, on va commencer par l'examen subjectif. Quelqu'un qui vient vous voir pour une dysfonction de l'appareil manducateur, bah déjà il a mal, parfois, c'est une possibilité, il a des douleurs. Il peut avoir seulement une gêne aussi, ça peut être la plainte principale de votre patient. Ça peut être une raideur, comme on l'a vu, une limitation de l'ouverture buccale. Le patient il n'arrive plus à bâiller, il a des problèmes aussi pour ouvrir un peu plus, tout simplement. Ça peut être un patient qui vient pour un serrage de dents, pour du bruxisme, il se plaint de tension dans la mâchoire. On peut avoir aussi un problème d'articulé dentaire. Alors ça, c'est peut-être pas forcément de notre ressort, mais parfois vous avez des patients qui vous disent qu'ils se sentent pas forcément calés au niveau de leur mâchoire. Parfois, c'est plutôt un problème orthodontique, voire ça peut être un problème d'occlusodontie même. Mais on peut peut-être avoir un impact chez certains patients, donc ça peut valoir le coup d'essayer. Vous avez des patients qui vont vous dire, moi je sens que ma mâchoire du bas elle est un peu décalée à gauche ou un peu décalée à droite, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Parfois, on peut essayer de mobiliser et on peut voir si le patient se sent un peu plus confortable dans son articulé dentaire. Ça peut être des claquements, des craquements, comme on l'a vu avec le disque. Ça peut être des problèmes de perturbation de pression dans l'oreille. Le patient il vous dit c'est comme si je prenais l'avion ou si je faisais de la plongée sous-marine, je sens que mon oreille, quand je parle, j'ai de l'écho ou je sens que ça résonne. Et ça, on sait qu'on peut peut-être, dans certains patients, avoir un impact, en tout cas, en mobilisant l'ATM. On sait qu'il y en a une proximité entre l'ATM et l'oreille moyenne, donc ça peut éventuellement améliorer le symptôme de votre patient, donc ça peut valoir le coup d'essayer en tout cas. Ensuite, ça peut être aussi une incapacité fonctionnelle. Le patient vient vous voir, il vous dit bah, j'arrive plus à mâcher à gauche, j'arrive plus à bâiller, je peux plus parler. Quand je fais des A par exemple, j'ai mal. Quand je fais des U, j'ai mal aussi. J'ai du mal à avaler ma salive, je peux pas sourire. Donc il y a vraiment une multitude de possibilités de plaintes principales. Et du coup, moi je remplis ce body chart. Alors peut-être que vous l'utilisez aussi dans votre pratique quotidienne quand vous faites des bilans. Alors moi j'en ai un ici spécifique pour la maxio, mais j'en ai d'autres aussi pour le dos, pour le pied, pour la main. Donc je note les informations administratives de mon patient, le problème principal, et puis surtout je vais noter les signes de douleur après. Quelques aussi incapacités fonctionnelles dans sa vie quotidienne, éventuellement dans son sport. Quelques drapeaux rouges, ceux-là ils sont pas forcément spécifiques de la sphère orofaciale, mais on les note aussi. Et du coup, là vous avez un patient, il vous dit qu'il a mal, mais en général, quand il vient pour vous voir pour une dysfonction de l'ATM, il a plutôt mal là quand même. Il a mal là en regard de l'articulation temporomandibulaire. Il va vous dire j'ai mal devant l'oreille. C'est une douleur pas forcément permanente, plutôt intermittente. C'est une douleur qui est présente quand je mobilise ma mâchoire, assez profonde. Peut-être que parfois quand je mets le doigt dessus, ça fait mal aussi. Et parfois aussi j'ai des irradiations dans la mâchoire. Alors soit c'est des tensions, soit ça peut être de l'électricité même. Ça peut être pas mal de descriptions douloureuses. Je peux vous dire aussi, j'ai des symptômes au niveau de la tempe. Parfois, je sens comme un étau ou je sens que j'ai la tête vraiment serrée. Plusieurs possibilités. Et même, on trouve souvent aussi des douleurs crânio-cervicales. Là, je vous ai mis un exemple, mais en fait, c'est même plus compliqué que ça. Ils viennent souvent avec tous ces symptômes-là. Là, c'est une slide du muscolino, mais qui représente des points triggers. Mais parfois, les patients, ils viennent avec une multitude de sites douloureux, avec des algies ophtalmiques, des douleurs au niveau de l'arcade, des douleurs même parfois au niveau de la face antérieure du cou. Donc, il y a beaucoup de choses, en tout cas, qu'on peut noter. Et ensuite, on va procéder à l'historique de notre patient, on va procéder au comportement, et enfin, un petit peu les red flags aussi, et ensuite on enchaînera sur l'examen physique. Donc qu'est-ce qu'il vous raconte en fait dans l'anamnèse de votre patient? Vous allez surtout lui demander si c'est le premier épisode de douleur ou s'il y a eu des récidives. Et vous allez lui demander s'il y a eu une apparition brutale des symptômes ou si ça a été progressif. Souvent, ce genre de patients, ils se plaignent de ces symptômes-là après, par exemple, une intervention chez le dentiste, une heure donc assez longue, ou alors, ça peut être plein d'autres choses, ça peut être un choc mentonnier, ça peut être donc, quelque chose de traumatique, ça peut être aussi suite à des avulsions de dents de sagesse, des interventions assez longues. Donc il y a plusieurs possibilités. Et on va lui demander surtout s'il est plutôt en ce moment, quand il vient nous voir dans une phase d'aggravation, de stabilisation, de récupération, ça va déjà nous donner une indication sur le pronostic du patient en tout cas. On va lui demander s'il a déjà effectué des traitements.
Et souvent, ce genre de patients ont fait déjà plein de traitements. Vous allez avoir plein de patients qui vont vous dire qu'ils ont vu des ostéopathes, qu'ils ont des gouttières, qu'ils ont déjà vu des posturologues, des occlusodontistes, même des podologues. Donc ça peut être intéressant parce que parfois vous êtes la dernière roue du carrosse et le patient vient vous voir avec beaucoup de croyances et ça, il faut déjà expliquer au patient ce qui se passe dans son corps et ça peut être un gros travail aussi dès la première séance. Donc comme je vous l'ai dit, on va lui demander s'il a des gouttières. Est-ce que c'est pour le bruxisme? Est-ce que c'est pour le claquement qui met les gouttières? Est-ce que c'est pour l'apnée du sommeil? Il y a plusieurs types de gouttières, on pourra en parler. Est-ce qu'ils ont déjà eu des injections de produits? Parfois, vous avez même des patients qui font des injections d'acide hyaluronique dans l'articulation temporomandibulaire, voire même des injections de toxines botuliques dans les muscles masticateurs, dans les masséters, dans les temporaux. Donc c'est des patients déjà qui ont en général un gros background. Et on va leur demander s'ils ont des antécédents traumatiques. Donc whiplash, on sait que dans le whiplash, on a une hyperextension, hyperflexion des cervicales, mais on sait qu'on a aussi ce même mécanisme au niveau de l'ATM qui peut produire des lésions dans l'articulation. On va demander s'ils ont beaucoup d'antécédents dentaires, s'ils ont fait de l'orthodontie, s'ils ont des avulsions de dents, s'ils ont des édentations, s'ils ont des couronnes, des implants, tout ça, ça peut nous intéresser aussi. Et on va leur demander s'ils bruxent, si on leur a déjà demandé s'ils bruxaient en tout cas, donc s'ils ont ce fameux serrage de dents. Est-ce qu'ils font de l'apnée du sommeil ou pas? Est-ce qu'ils ronflent? Est-ce qu'ils sont stressés? L'apnée du sommeil, on va y revenir, c'est surtout important dans la position de votre langue, mais ça peut être associé parfois à des dysfonctions. Donc on abordera ça un peu plus dans la fin de l'intervention. Et déjà, on peut avoir une hypothèse sur les mécanismes de douleur de notre patient en fait. On a plusieurs mécanismes de douleur, mais si votre patient vient vous voir parce qu'il a fait une chute à vélo sur le menton et qu'il s'est fait une fracture condylienne, on sait que c'est quand même un problème plutôt nociceptif, avec un mécanisme on-off de la douleur. Et du coup, on peut déjà déduire plus ou moins le pronostic. On va savoir les techniques qu'on va utiliser et plus ou moins si on fait les choses bien, on sait que tout va rouler quand même. On sait aussi ce qu'on va trouver comme tableau clinique. S'il y a une fracture condylienne droite, on sait qu'on va avoir une déviation de l'ouverture, une limitation de la déduction contralatérale, une déviation de la propulsion, plutôt une douleur au niveau du foyer de fracture. Donc c'est des choses plutôt classiques en tout cas. Mais ce patient qui a cette douleur-là que vous voyez sur le schéma corporel, peut-être qu'il a une autre histoire en fait. Et peut-être qu'il a une parotidectomie droite, avec de l'œdème persistant, des antécédents vasculaires. Moi, j'en ai une en ce moment au cabinet qui vient pour ce genre de problème, associé à une paralysie faciale, parce que dans la parotide, on a des embranchements du nerf facial. Et aussi, elle a été opérée en fait sous anesthésie générale, donc elle a été intubée pendant très longtemps. Elle avait déjà des antécédents de dysfonction, mais du coup, là, elle vient me voir aussi, non seulement avec la paralysie faciale, pour le traitement cicatriciel, le drainage, et en plus, parce qu'elle n'arrive plus à ouvrir la bouche. Donc, il y a pas mal de travail. Mais il n'y a pas que du mécanisme nociceptif. En fait, ces patients, quand vous les voyez, quand vous les examinez, il y a souvent une rougeur, de la chaleur, de l'œdème. Euh, donc, vous n'aurez peut-être pas que de la thérapie manuelle, vous aurez peut-être du drainage, donc c'est d'autres mécanismes de douleur. Et par contre, si votre patient, il vient vous voir avec ça, avec ce schéma corporel, donc cette douleur ici, mais en même temps, il vous raconte qu'il a tout ça, c'est peut-être pas une bonne idée de commencer par un traitement spécialisé dans la rééducation maxillofaciale. Et malheureusement, heureusement, je sais pas, mais vous avez quand même beaucoup de patients qui présentent énormément de cycles douloureux. Et du coup, moi, dans ma pratique, personnellement, je commence pas forcément par un traitement spécialisé dans cette sphère-là, orofaciale, mais par contre, on va parler d'éducation à la douleur, donc c'est pas le thème de ce soir. Moi, je me suis formé aussi sur la gestion des douleurs chroniques, avec différentes formations d'organismes privés, mais j'essaie d'intégrer ça dans ma pratique. Et je pense que ça serait en fait même une erreur de focaliser le patient et de l'amener à écouter encore plus son corps avec des techniques très précises sur certaines articulations. Je pense que c'est pas le but. Dans ce cas-là, le but, c'est vraiment plutôt même de faire de la rééducation active et globale et de lui faire comprendre que la douleur, c'est un système d'alarme qui peut être déréglé. Et on lui donne des métaphores, on essaye de bousculer un petit peu ses croyances progressivement. Mais on n'abordera pas trop ça ce soir, en tout cas, c'est pas forcément le thème de la présentation. Et on va parler maintenant du comportement de la douleur. Donc maintenant que vous savez que votre patient il a mal à tel endroit, qu'il a tels antécédents, bah maintenant on aimerait savoir qu'est-ce qui déclenche la douleur en fait. Et ça peut être notamment la mastication. Et là, on va lui demander au bout de combien de temps ça lui fait mal quand il mâche. Parce que c'est ça qui va être important lorsque vous allez réévaluer votre patient. S'il vous dit qu'il a mal dès le début du repas et que vous le traitez, et la fois d'après, il vous dit bah, j'ai eu mal au bout de 15 minutes de repas, vous avez nettement amélioré votre patient. Vous allez aussi lui demander si certains aliments lui provoquent la douleur, notamment en général, hein, c'est ce qu'on retrouve, ça va être des aliments durs, donc cacahuètes, sandwich, des aliments qui vont demander beaucoup de cycles masticatoires comme de la viande,
Ça peut provoquer notamment des douleurs. On va lui demander si la douleur notamment persiste après son apparition. On va avoir cette notion d'irritabilité de la douleur. On peut lui demander s'il y a une mastication unilatérale, ce qui induit des douleurs ou pas. On peut aussi l'interroger sur la phonation. Est-ce que certaines voyelles, comme je disais au début de l'intervention, déclenchent des douleurs? En général, le A, c'est ce qui demande le plus d'ouverture. Le U, c'est ce qui demande le plus de propulsion. Donc, c'est des phonèmes qui peuvent développer des douleurs, enfin, qui peuvent provoquer des douleurs. Le bâillement, est-ce que le bâillement fait mal? Est-ce que dormir sur le côté en appui sur la mâchoire est douloureux? Et puis surtout, en fait, c'est la première réponse qu'ils vous donnent lorsque vous leur demandez qu'est-ce qui augmente votre douleur, ils vont vous dire c'est le stress en fait. Et là, après, je pense que dans cette rééducation-là, ça peut être pas mal d'intégrer des techniques de relaxation pour le stress aussi, mais c'est encore un autre sujet. Donc maintenant, on revient sur les catégories cliniques du patient. Maintenant, vous avez eu les signes de douleur, vous avez eu l'historique, vous avez eu les comportements, enfin, les mécanismes d'apparition de la douleur. Et on peut déduire un petit peu les catégories cliniques. Maintenant, pour cette même douleur, vous pouvez avoir 4 types de patients. Vous pouvez avoir le patient qui est très irritable, avec une limitation de l'ouverture buccale à 15 mm, par exemple, et il va vous dire que cette douleur, elle est intense, elle est à 8 sur 10. Et pour lui, c'est très problématique, parce qu'en fait, on a peut-être même liquide, en fait. Et ce patient-là, déjà, avec ce que vous avez comme information, vous allez avoir des indications sur les techniques que vous allez employer. Au moins sur l'intensité, vous ne pourrez pas avoir des techniques très vigoureuses, il faudra peut-être faire des techniques antalgiques sur ce patient. Inversement, vous allez avoir d'autres catégories, vous allez avoir un patient qu'on peut appeler range of motion, et c'est des patients qui vont avoir des douleurs sur un secteur de l'amplitude articulaire. Par exemple, là je vous ai mis un patient qui a une douleur à la mastication, mais surtout qui a une douleur entre 15 et 20 mm d'ouverture. De 0 à 15, il a pas mal. De 15 à 20, il va vous dire là ça claque et mon claquement est douloureux. Au-delà, par contre, mon mouvement est à nouveau fluide et je n'ai plus de douleur. Et là, vous allez peut-être utiliser les mêmes techniques que sur le premier patient, mais pas avec la même intensité et pas sur le même secteur d'amplitude. En fait, on va pas travailler dans les mêmes degrés d'amplitude articulaire. On a une troisième catégorie où là, c'est le patient end of range, où le patient là, il va vous dire qu'il a des douleurs, mais en fin d'amplitude. C'est le patient typiquement qui a mal lorsqu'il baille. Il vous dit que c'est une douleur à 3 sur 10, c'est en fin d'amplitude. Il peut très bien ouvrir de 0 à 40 mm, mais de 40 à 55, on va dire. La douleur monte crescendo et elle atteint un pic vraiment en fin d'amplitude lorsqu'il est obligé de forcer. Là, sur vos techniques, vous aurez peut-être toujours les mêmes que les 2 premiers patients, mais par contre, vous allez peut-être avoir beaucoup plus d'intensité et vous allez chercher à mobiliser sur les derniers secteurs d'amplitude pour voir si vous influencez la douleur. Et le dernier patient, c'est ce qu'on appelle le momentary pain, c'est le patient qui a mal, mais uniquement lorsqu'il charge énormément son articulation. Et là, je vous ai mis l'exemple d'un patient que j'ai déjà eu, un patient saxophoniste professionnel qui avait une 2 heures d'exercice en fait, côté à 1,5 sur 10. Alors il va ce que vous voulez. Par contre, c'est sûr que quand je joue 12 heures, la douleur est pas très forte, mais je suis plus à 100% et moi ça me gêne vraiment dans mon activité professionnelle. Et là, ce patient-là, vous n'allez pas pouvoir l'examiner comme les précédents, parce que si vous lui faites ouvrir la bouche, si vous lui faites faire des déductions ou juste des propulsions, peut-être qu'il va pas avoir mal. Donc il va falloir faire des tests supplémentaires, on va faire par exemple des surpressions, des mouvements répétés, des mouvements maintenus pour voir si on arrive à déclencher la douleur. Et ça va nous donner un marqueur de réévaluation en fait. Tout ça, c'est important, c'est d'avoir des marqueurs qui nous permettent de réévaluer notre traitement. Et c'est ce que j'essaye de vous donner là ce soir. Et en fait, là, voilà, on a une graduation de la sévérité du problème. On n'a pas du tout les mêmes intensités entre le premier patient et le dernier. Alors, l'examen physique, maintenant. L'examen physique, alors, on pourrait le détailler en long, en large et en travers. Je pourrais vous montrer toutes les lignes du visage, les lignes. Honnêtement, on peut s'amuser à faire beaucoup de repères, si vous voulez, mais ce qui est montré dans la littérature, c'est que vous pouvez avoir des gens avec de très grosses asymétries faciales et aucune douleur, et des gens avec une symétrie parfaite au niveau du visage, et pourtant ils auront des symptômes. Donc, je suis pas sûr que ce soit très relevant pour vous ce soir, en tout cas, de savoir tout ça. Et parfois, il n'y a pas de corrélation, donc ça peut être intéressant dans certains cas de l'examiner, mais c'est pas pour autant que vous trouverez des symptômes et inversement. Par contre, ce qui va être intéressant pour vous, c'est ce qu'on va voir dans l'image suivante, c'est de regarder quand même la dentition. Comme on l'a vu, l'article dentaire est assez important et peut avoir un impact sur vos ATM. Donc, est-ce que le patient a une béance? Est-ce qu'il a un contact prématuré molaire? C'est-à-dire, est-ce qu'il serre plus au niveau des molaires d'un côté et pas de l'autre? Est-ce qu'il a une
édentation. Une édentation, c'est important parce qu'on fait des techniques dans la bouche quand même, donc on a besoin d'avoir l'appui sur les dents. Et s'il a une édentation, on ne pourra pas utiliser forcément les mêmes techniques. Est-ce qu'il a une occlusion croisée, c'est-à-dire est-ce que les dents du dessus chevauchent les dents du bas et inversement, c'est les dents du bas qui passent sur les dents du dessus à d'autres endroits de l'articulé dentaire? On va faire quelques mesures, je ne vais pas forcément vous détailler l'overbite et l'overjet, c'est des mesures entre les incisives supérieures et les incisives inférieures. Et surtout, on va quand même examiner la langue, ça c'est important, j'aimerais au moins que vous compreniez ça ce soir, c'est que la langue elle a un rôle important dans cette fonction. On va juste au moins de manière basique regarder le frein lingual, ce qui est important, voir s'il est court ou pas. La position linguale, où est placée la langue? Alors il y a plusieurs écoles quand même sur le positionnement lingual, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'un positionnement lingual entre les dents, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus optimal. Après, où est-ce qu'elle doit être placée au palais? Est-ce que c'est plutôt au niveau des sillons, plutôt au contact des incisives supérieures, plutôt bien en arrière? Peu importe, mais on veut qu'elle soit quand même plutôt placée en haut. Donc ça, il faudra l'examiner chez votre patient. On peut voir aussi si votre langue, elle manque de place dans la cavité buccale. On voit en général un marquage des dents au niveau de la langue, et ça, vous pouvez l'examiner assez facilement. Alors, moi, je me sers pas tout le temps de ce petit appareil pour voir l'articulé dentaire. Parfois, je me sers juste de deux abaisse-langues. Je demande à mon patient qui est face à moi assis, je lui demande d'ouvrir la bouche. Je mets deux abaisse-langues, je lui demande de serrer les dents et j'examine ensuite son articulé dentaire. Mais là, par exemple, chez cette patiente, on voit très bien qu'on a un contact prématuré. En fait, on va avoir ici deux molaires qui se touchent. Et par contre, si vous voyez bien, quand même, il n'y a aucun contact des autres côtés. Ça, c'est la patiente que je vous avais montré au début de l'intervention qui avait eu la fracture trifocale de la mandibule. En fait, on a eu un raccourcissement du coup de la branche montante, vu que le condyle a basculé, la mâchoire elle a pivoté, elle a fait une bascule, et du coup c'est que les molaires du fond qui se touchent, mais du coup aucune dent devant qui sont en contact. Bon, déjà c'est un impact pour sa fonction masticatoire, elle peut plus mâcher de la même manière, et en plus ça peut avoir un impact quand même sur l'articulé dentaire, alors peut-être pas aujourd'hui, mais à terme. Des dents qui sont pas en contact, c'est pas optimal, c'est des déchaussements, c'est peut-être des problèmes de gencives. Donc, idéalement, on va essayer de lui redonner un bon articulé dentaire. Et ça, on peut le faire au début d'une fracture. Pour des patients qui ont eu des fractures récentes, en fait, on ne les opère pas, ces patients qui ont eu des fractures, même déplacées. Ils ont un traitement fonctionnel, c'est-à-dire exclusivement de la kiné. En tout cas, c'est comme ça qu'on procède à Montpellier. Donc, c'est super intéressant. C'est comme du Lego, en fait. Votre patient, il vient vous voir, il a une fracture, et puis bah, vous allez le manipuler, le mobiliser. Vous réduisez pas vraiment la fracture, mais vous essayez de lui redonner un articulé dentaire optimal. Et ça, c'est quand même génial parce qu'on est capable de faire ça. À la base, réduire une fracture, c'est quand même un acte médical, mais qui est, d'un point de vue kiné, on peut quand même avoir un impact là-dessus. Alors, il faut le faire assez vite, parce que c'est des fractures qui consolident très vite en 15 jours, mais dans les premiers temps, on peut vraiment avoir un impact sur l'articulé dentaire. Bon, bref, là, c'était un exemple, c'était juste pour vous montrer quand même qu'on peut vraiment examiner cet articulé, et que c'est important de le faire dans votre observation. Moi, ensuite, je vais mesurer les amplitudes articulaires de mon patient. Je vais vous montrer des photos comment on fait. C'est assez facile, hein. J'ai une notation pour ça. Donc, c'est ce qu'on fait en thérapie manuelle orthopédique. Je note juste ATM, ouverture buccale. 25 mm, c'est son amplitude maximale. Je note si ça reproduit une douleur. Donc, je note le site douloureux sur le body chart, comme je vous avais montré au début. Euh, Hop, là, je note par exemple pour la sphère rouge, je mets un 1 devant, et comme ça, quand je fais les tests actifs, le patient me montre les endroits qui font mal, et je peux noter quel est le site douloureux exactement. Donc, je pense que vous fonctionnez peut-être aussi pareil, c'est pas quelque chose de neuf, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne dans ma pratique. Je note aussi l'intensité de la douleur, je peux noter aussi s'il y a une déviation ou pas de l'ouverture buccale ou de la propulsion, et je fais pareil après, je donne un petit exemple pour le cervical ou même pour les autres articulations. Et là, c'est juste un exemple. Donc, c'est comme ça qu'on mesure l'ouverture buccale. On part du point interincisif inférieur, on va jusqu'au point interincisif supérieur. Normalement, on retranche quand vous avez la mâchoire qui est fermée en articulé dentaire en occlusion. On a un décalage entre l'incisif supérieur et l'incisif inférieur. Donc, on retranche ça, on ouvre, et comme ça, on a l'ouverture buccale maximale. Donc, c'est assez facile de mesurer. On fait la même chose pour la propulsion, on fait la même chose pour les déductions. Donc, avec une réglette graduée, c'est largement suffisant. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Le but, c'est d'être quand même, voilà, enfin, d'avoir un ordre d'idée de grandeur des amplitudes. On n'est pas au millimètre près. On veut savoir s'il y a quand même plus de déduction gauche ou plus de déduction droite. Est-ce qu'on a quand même une déviation ou pas? Et l'ouverture buccale, est-ce qu'elle est plutôt de 25 mm ou est-ce qu'elle est plutôt de 60? C'est ça qui est important de savoir déjà. Et là, je vous ai mis juste quand même quelque chose, c'est-à-dire que si un jour vous avez quand même un patient
qui vient vous voir pour une dysfonction de l'appareil mandibucateur, ça peut être intéressant de palper le masséter, qui est quand même un des muscles principaux au niveau des muscles masticateurs. Ce muscle-là, il vous faut des gants au cabinet, donc vous allez le faire en endobuccal. Vous mettez le pouce dans la bouche, 2 doigts à l'extérieur. Vous demandez au patient de serrer les dents. S'il serre les dents, c'est que vous êtes sur le bon muscle. Et puis, vous pouvez faire ça de manière bilatérale pour voir s'il y a un retard de contraction ou pas des deux côtés. Vous allez ensuite pouvoir faire même des techniques de tissu mou dessus. Vous pouvez faire du massage, de la de tension, des triggers. Après, voilà, demandez bien à votre patient de serrer les dents, parce que si vous ne sentez rien lorsqu'il serre les dents, c'est que vous êtes sous le buccinateur, et du coup, vous ne servez à rien. Vous faites juste un massage d'un muscle possier et pas d'un muscle masticateur. Donc c'est important quand même de faire ce petit test-là. Donc moi, je teste ça aussi, quand même, dans mon examen, après avoir fait mes tests actifs. Et comme je vous disais, par exemple, pour le patient saxophoniste, si mon patient, j'arrive pas à reproduire de douleur juste en lui faisant ouvrir la bouche, ou si je trouve pas de décalage ou de déviation, de déduction, bref, si j'ai pas de marqueur à réévaluer, je peux lui demander de réouvrir 10 fois la bouche, ou de maintenir 10 fois l'ouverture buccale, enfin, de maintenir 10 secondes l'ouverture buccale, de faire des mouvements de propulsion répétés. Je peux lui demander en ouverture buccale de maintenir le mouvement contre résistance. Donc on va essayer de faire des tests pour reproduire peut-être un symptôme douloureux. Et là maintenant, on va passer. Bon, alors c'est vrai que c'est un examen un petit peu rapide, mais je pense que déjà avec ça, vous avez de quoi évaluer. Et en fait, ce que je vais vous proposer pour traiter votre patient, c'est déjà de modifier les symptômes, donc comme on pourrait faire dans le concept de Mackenzie ou même Mulligan, dans d'autres concepts en fait. Et moi, je me sers de la direction du mouvement en fait. Quand vous avez un patient lombalgique qui vient vous voir, on est très basique ce soir. Si vous lui faites faire de l'extension et que vous l'améliorez, c'est que vous êtes probablement dans la bonne direction de mouvement. Si vous lui faites faire de l'extension et que vous l'aggravez, peut-être que vous pouvez essayer de faire de la flexion du coup. Si la flexion ne change en rien, vous pouvez combiner ça avec peut-être de l'inclinaison ou des surpressions. Mais là, on va faire le même principe. On va avoir une direction de mouvement à évaluer et on va voir si on améliore notre patient dans ses symptômes, donc c'est-à-dire soit dans l'amplitude, c'est-à-dire si on a augmenté son amplitude articulaire, il se sent moins raide, ou dans la douleur. Pour ça, on a 6 directions de mouvement comme vous pouvez le voir. On va pouvoir avoir une décompression ou une compression, un mouvement antéro-postérieur ou postéro-antérieur et des mouvements transverses vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Donc là, sur ce crâne-là, par exemple, là, je vais essayer d'abord de faire un mouvement de décompression. Donc pour ça, je mets mon pouce à l'intérieur de la bouche, au contact des molaires, donc vraiment molaire postérieur, il faut vraiment aller bien au fond. Surtout, je viens caler quand même avec un contre-appui la tête du patient, parce que si vous ne mettez pas de contre-appui, bah, vous aurez beau décomprimer tout ce que vous voulez, vous n'allez rien décomprimer, vous allez faire juste une flexion cervicale. Donc il est important d'avoir un contre-appui. Et là, bah, j'ai une main gauche qui vient palper l'ATM pour essayer de sentir peut-être une éventuelle décompression. Donc vous n'allez pas avoir 1 centimètre. Hein. Vous pouvez avoir entre 3, les 2, 3, 5 mm dans les meilleurs cas. Et vous allez venir, par exemple, traiter votre patient avec cette technique. Donc vous oscillez, vous venez tracter, vous relâchez, vous tractez, vous relâchez. Alors moi, je me sers des grades de Maitland pour venir mobiliser mon patient, mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir toutes ces notions-là. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a vu plusieurs catégories cliniques de patients au début de l'intervention. On a par exemple le patient qui est très irritable, bah, vous n'allez pas tracter comme un bœuf, vous allez tracter doucement dans l'axe, peut-être pas très longtemps, 1 minute 30, et vous allez réévaluer. Après, vous allez voir si vous avez diminué sa douleur, si vous avez augmenté son amplitude articulaire. Inversement, si c'est le patient qui a mal en bâillant, peut-être que vous allez d'abord aller en ouverture buccale maximale, et là seulement vous allez venir tracter et relâcher, donc en oscillant pareil, et peut-être que vous allez le faire plus longtemps en fait. Et vous retestez ensuite. Après chaque technique que je vous montre, ce qui est important, c'est de réévaluer votre patient. Là, c'était la décompression ou le mouvement qu'on peut appeler aussi longitudinal caudal, et on fait l'inverse ensuite. On peut faire la compression, on peut tester, pourquoi pas. Alors là, c'est une patiente qui était un petit peu algique, mais dans l'idéal, normalement, il faut que la tête soit calée contre le thorax du patient, même principe, parce que si je fais juste une traction de la mâchoire, là, je tracte les cervicales avec. Donc le but, c'est quand même d'être bien précis sur ce que vous faites au niveau des mobilisations. Mais là, vous pouvez venir tracter au niveau des gonions, au niveau des angles mandibulaires, et puis bah, vous pouvez voir comment la patiente réagit. La patiente réagit, vous pouvez tester ça, vous faites ça 1 minute 30, 2 minutes, vous tractez, vous relâchez, vous oscillez sur 2, 3 secondes. Alors, la compression, comme on l'a vu, l'articulation temporomandibulaire, elle n'aime pas trop la compression articulaire, notamment si c'est un problème discal et que les tissus rétrodiscaux sont invaginés dans l'articulation. Peut-être que ce ne sera pas la technique de prédilection. Mais ça peut être intéressant pour d'autres problèmes d'ATM. Parfois, vous avez des problèmes, des patients qui viennent vous voir parce qu'ils ont comme du sable dans l'oreille ou du sable quand ils ouvrent. Ça, c'est
plutôt des problèmes cartilagineux, type arthrosique en fait. Et on sait que chez ce type de patient, ça peut être intéressant de faire des techniques en compression articulaire. Donc vous pouvez comprimer et en même temps vous demandez à votre patient d'ouvrir et fermer la bouche en maintenant cette compression. Ça peut être assez intéressant. Vous comprimez, puis vous réévaluez et vous voyez si vous avez amélioré ou non. Inversement, on peut faire un autre plan de mobilisation. On peut faire une mobilisation postéro-antérieure. On peut venir à la tête du patient en rotation ou pas, hein. Vous pouvez la mettre sur le ventre aussi s'il faut. Et vous allez avoir toujours cette contre-prise au niveau de la tête pour éviter de mobiliser les cervicales. Et avec la main gauche, vous allez imprimer une force translatoire sur la mandibule de l'arrière vers l'avant. Alors, le pouce ici au niveau de l'ATM, il faut faire attention, c'est quand même une zone qui est assez sensible, richement énervée, donc peut-être qu'il faudra aller de manière douce sur votre mobilisation. Et pareil, vous venez osciller, donc vous mobilisez en fait, tout simplement, et vous retestez ensuite. Ça reproduit un petit peu le mouvement de propulsion, mais de manière passive. Inversement, on va pouvoir faire un mouvement antéro-postérieur, qui va reproduire peut-être le mouvement de rétropulsion. Et là, vous allez vous mettre à la tête du patient, vous êtes debout, et vous allez venir appliquer vos pouces au niveau de l'angle mandibulaire, au niveau du gognon, et vous pouvez appliquer cette force antéro-postérieure. Vous pouvez prévenir le patient que ça va augmenter la pression dans l'articulation, c'est souvent ce qu'on ressent quand on fait cette technique. Et pareil, vous oscillez et vous retestez. Et enfin, on peut faire des mouvements transverses. On change de direction de mouvement encore. Donc là, je viens appuyer sur le condyle articulaire. Je fais un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, je ne vous ai pas précisé, mais toutes ces techniques, elles ont quand même un impact aussi sur l'ATM contralatéral. Parce qu'on l'a vu, il y a quand même cette dépendance liée à la mandibule, et parfois ça peut être très intéressant si vous avez des patients qui sont hyperalgiques sur une ATM, l'ATM gauche par exemple, bah, ça peut être intéressant de faire des techniques sur l'ATM droite en fait, parce que vous avez quand même un impact sur l'ATM gauche, donc ça peut être une méthode de traitement pour commencer en tout cas, et ça peut mettre votre patient en confiance. Là, pareil, donc je fais une compression, enfin, je comprime l'articulation quand je fais ça, quand je fais ce mouvement transverse, et je peux combiner ça avec des mouvements actifs. Je peux venir comprimer l'articulation et en même temps associer ça à une ouverture buccale, fermeture, ouverture, fermeture. Des mouvements combinés en fait. Après, en fait, il faut être créatif. Vous pouvez vraiment créer toute une multitude de techniques. Vous pouvez mettre des directions de mouvement associées à des mouvements actifs. Je peux par exemple comprimer le condyle et faire une déduction. Tout dépend en fait de ce que votre patient a comme symptôme. Toujours pareil. Et enfin, inversement, donc encore une technique endobuccale. Là, c'est un mouvement de l'intérieur de la bouche, donc au niveau de l'articulation vers l'extérieur. Là, pareil, c'est une zone très innervée, donc on essaye d'aller doucement quand même. Et on a toujours ce contre-appui quand même au niveau de la nuque. Et enfin, même au niveau du crâne pour éviter de mobiliser les cervicales. Et on va faire un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Avec ça, vous avez exploré les 6 directions de mouvement, donc vous réévaluez et vous voyez si vous avez amélioré. Et c'est ça le raisonnement en fait, c'est ça qui est important et en fait c'est ce qui permet je pense à la plupart des kinés qui ont ce mode de raisonnement de traiter ce genre de patient en fait. Parce qu'une fois que vous réévaluez si vous voyez que vous avez amélioré votre patient, bah, c'est que vous êtes sur la bonne structure, donc vous êtes bien sur un problème d'ATM déjà, c'est plutôt bon signe, vous n'êtes pas trompé. Et en plus vous avez les bons paramètres, c'est-à-dire que bah, vous êtes sur la bonne direction de mouvement, vous êtes probablement à la bonne intensité de mobilisation, vous avez peut-être fait la bonne durée de mobilisation et votre patient il est dans la bonne position de départ. Et ça, c'est génial. Par contre, ça peut arriver, vous pouvez très bien aggraver votre patient. Il peut y avoir une péjoration des symptômes. Alors, est-ce qu'il faut jeter pour autant la technique que vous avez faite? Peut-être pas, mais il y a peut-être des choses à revoir. Peut-être que vous l'avez mobilisé avec un grade trop important, c'est-à-dire que vous l'avez mobilisé de manière trop vigoureuse, donc il faudra peut-être aller plus doucement. Peut-être que la direction de mouvement n'était pas la bonne. Vous êtes bien sur un problème d'ATM, mais vous avez fait un mouvement postéro-antérieur et vous avez aggravé, il faudra tester le mouvement antéro-postérieur. Peut-être que la durée était trop longue, vous avez mobilisé 5 minutes, votre patient, vous l'avez irrité, et c'était peut-être une durée de mobilisation moins forte, enfin moins longue qu'il fallait employer. Ou alors la position de départ de votre patient n'était pas la bonne. On sait que la position des cervicales a un grand impact sur la mâchoire. Vous mettez votre patient en extension cervicale, en rotation. On a une tension des muscles cervicaux et des muscles hyoïdiens qui peuvent avoir aussi des contraintes sur l'ATM. Et il faut, ça peut être intéressant, par exemple, de mobiliser votre patient au niveau de l'ATM en rotation ou même avec la tête dans l'axe. Par exemple, ça peut avoir un impact. Par contre, si vous faites plusieurs séances sur l'ATM et que vous n'avez rien changé, c'est que probablement vous n'êtes pas sur un problème d'ATM, ça peut arriver. Si vous pouvez avoir un patient qui vient vous voir avec des douleurs d'ATM, mais le problème vient d'ailleurs, ça peut être un problème crânio-cervical, un problème cervical bas, un problème du neurocrâne, un problème
il y a une multitude de sites possibles, en tout cas, ou de sources de la douleur, en tout cas. Et maintenant, bah, une fois qu'on a vu un petit peu les techniques de thérapie manuelle, je ne vous en ai pas montré beaucoup, mais je pense qu'avec ça, déjà, vous avez pas mal de techniques à employer. On fait un petit bilan quand même des praxis. Ce qui est important, c'est de voir les praxis au niveau de la langue, les praxis de ventilation, les praxis de déglutition et les praxis de phonation. Après, l'examen, il n'est pas forcément... alors, il peut être très poussé, mais là, avec ce soir, l'intervention que je vous fais, vous pouvez avoir juste quelques éléments et ça peut déjà être utile pour vous de savoir ça. Le placement de la langue, en général, on dit quand même que la pointe de la langue est au palais. Alors moi, personnellement, je dis à mes patients de mettre la langue au palais au niveau des petits sillons en arrière des dents, donc pas forcément au contact des dents du haut. Moi, c'est ce qu'on m'a appris, en tout cas, dans mes différentes formations. Et je leur dis de placer la langue en haut. Et je leur montre des petits exercices de tonification linguale et de coordination. Et en fait, je leur explique à mes patients que la langue, c'est un paquet de muscles, c'est 17 muscles même. Et en fait, il va falloir qu'ils fassent de la musculation de la langue, tout simplement. Donc, il va falloir qu'ils fassent ça matin et soir, en général, devant un miroir. Je vais leur donner 4, 5 exercices. Je leur dis, vous me faites 20 répétitions de tous ces exercices. Et surtout, je leur dis que moi, je peux pas les faire à leur place, ces exercices. Donc, s'ils le font pas, bah, peut-être qu'ils n'auront pas forcément de résultats dans ce traitement-là. Parce que pour quelqu'un qui vient vous voir avec un claquement articulaire, mais qui est suite à du bruxisme, si vous avez beau le mobiliser, faire toutes les techniques que vous voulez, ça, peut-être que ça ne claquera plus sur le moment même, mais s'il bruxe et que son ptérygonia latéral, par exemple, revient de tirer le disque, et qu'il fait pas ses exercices au niveau de la langue, bah, il n'y aura peut-être pas d'amélioration. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, la langue, elle fait quand même plus ou moins partie des muscles abaisseurs de la mâchoire. Et ici, en bleu, vous avez les muscles masticateurs. On a tous entendu parler durant notre formation de l'innervation réciproque de Sherrington. Donc, quand vous faites travailler un muscle agoniste, son antagoniste, il se relâche. Donc, quand vous faites travailler votre langue, bah, probablement qu'en tout cas, les muscles masticateurs se relâchent. Et c'est ce que vous allez essayer peut-être de proposer à vos patients durant votre séance. Vous pouvez demander, par exemple, sur cet exercice-là, alors j'ai pas de double menton, c'est bien la contraction de ma langue qu'on voit ici. Euh, En fait, vous demandez à votre patient de mettre la langue au palais et vous allez lui demander de mettre en fait un doigt euh, en arrière du menton. Et la langue, vous allez lui demander de la pousser contre le palais. En fait, on sent très bien une contraction à ce niveau-là. On sent que il y a une contraction musculaire. Vous lui demandez de la maintenir 3 secondes, de relâcher, de maintenir ça 3 secondes, de relâcher. Alors moi, j'appelle cet exercice le crapaud. Voilà, c'est un petit moyen mémotechnique. Et cet exercice-là, vous leur demandez de le pratiquer dans la journée. C'est discret, personne ne les voit le faire. Et ça va leur permettre déjà un petit peu d'automatiser le placement de la langue. En fait, il n'y a pas de secret, hein. Pour automatiser ce placement, il faut le répéter. Le répéter, le répéter. Et je ne l'ai pas marqué sur cette photo, mais en fait, on peut placer la langue en haut, et en même temps, on peut demander aux patients de mettre les doigts sur les masséters. On leur dit serrer les dents, ils serrent, ils sentent que ça se contracte. Et là, vous leur dites, alors ça, c'est surtout ce que vous ne devez pas sentir lorsque vous contractez votre langue au palais, en fait. Donc, ils mettent un doigt en arrière même du menton, un doigt au niveau des masséters. On leur demande de contracter la langue, et là, on demande de ne pas sentir cette contraction du masséter. Et parfois, c'est très difficile. Ils contractent la langue et en même temps, ils ont une activation concomitante du masséter. Et donc, il faut leur expliquer qu'il ne faut pas forcément contracter trop fort la langue au début. On va leur demander une contraction légère et on va essayer de dissocier ces deux musculations. Et parfois, c'est très compliqué de faire ça. On peut leur donner un autre exercice. On peut leur demander, par exemple, de mettre la langue au palais, de venir ouvrir et fermer la mâchoire en gardant la langue au haut et d'ouvrir au maximum. Donc, ça peut étirer le frein lingual. Ça peut aussi symétriser un petit peu l'ouverture buccale. Pour des patients qui ont des déviations de l'ouverture buccale, c'est intéressant parce que quand vous contractez votre langue, vous avez un petit peu cette pyramide linguale qui va venir un petit peu symétriser les contraintes au niveau des ATM. Et du coup, ça peut rétablir un petit peu cette déviation. Et vous leur demandez de réaliser ça une vingtaine de répétitions. Et en général, ils vont vous dire que ça travaille énormément au niveau de la langue. Et peut-être même que ça tire au niveau des mâchoires. Alors, ça peut être les masséters. Et vous pouvez complexifier ça, c'est de la musculation en fait. Vous mettez par exemple un abaisse-langue. Vous leur dites de mettre un abaisse-langue au palais, langue en haut, et ils doivent ouvrir et fermer la bouche sans faire tomber l'abaisse-langue. Et déjà là, c'est un petit peu plus costaud. Et puis, qu'est-ce qui vous empêche de mettre 2, 3, 4 abaisse-langues? Moi, c'est ce que je fais, je leur rajoute du poids sur la langue en fait. Ce qui est de plus en plus difficile. On peut même le mettre comme ça pour votre patient qui avait par exemple juste une difficulté pour bâiller, qui avait un problème donc, en fin d'amplitude. Vous mettez la baisse-langue au niveau des dents, la langue est sous la baisse-langue, et là vous allez pouvoir faire travailler votre patient dans l'ouverture buccale maximale, puisque le frein lingual est moins étiré dans cette position.
Pareil avec un élastique. On met un élastique autour de la langue au palais, et on vient tirer avec l'élastique sur la langue, et on demande au patient de garder la bouche ouverte, ça c'est important, et de venir, pour qu'il puisse avoir un rétrocontrôle quand même, pour qu'il puisse se voir dans le miroir, et de venir tirer sur la langue avec l'élastique, une vingtaine de répétitions. On peut lui demander de tirer aussi sur les côtés, notamment pour varier la direction, ça fait travailler d'autres muscles. Et après, bah, vous pouvez être créatif. En fait, vous avez même certains patients, vous n'arriverez même pas à faire tous ces exercices tellement il manque de coordination au niveau de la langue. Donc chez certains patients, bah, vous leur demandez juste déjà peut-être de tirer la langue, d'emmener la langue à gauche, à droite, déjà de travailler un petit peu cette coordination-là, de leur faire un petit peu acquérir ces schémas moteurs. Et on peut complexifier, on peut faire un travail de langue large, langue pointue, on peut demander aux patients de balayer le palais d'avant en arrière avec la langue, de balayer le bout des dents sur le côté, on peut demander aussi de faire ces mêmes exercices avec un élastique, donc avec de la résistance, il faut être créatif en fait, et on peut avoir vraiment une marge de progression sur tous ces exos. Et ensuite, on parle un peu de la ventilation. En fait, certains patients, ils vont se présenter à votre cabinet avec une inéclosion labiale. Ils respirent par la bouche en permanence, et déjà, ça, c'est problématique. Parce que s'ils respirent par la bouche, ils peuvent pas avoir la langue au palais, en fait. Essayez de respirer par la bouche, langue en haut, votre langue, elle obstrue le passage de l'air. Donc, c'est déjà compliqué. Donc, il faut déjà expliquer à votre patient de fermer les lèvres, de prendre l'habitude de respirer par le nez. Et souvent, ce que vous leur faites faire comme test, vous leur demandez de faire une inspiration forcée par le nez. Et là, le truc classique, c'est que, en fait, il n'y a pas de dilatation des narines, il y a un collapsus des parois narinaires. En fait, le patient n'a pas acquis ce réflexe de dilatation des narines. Donc, c'est même parfois juste cet exercice-là qu'il faut leur faire pendant la séance, juste leur faire apprendre à inspirer fort et dilater la narine. Et le problème, c'est que ces patients-là, même s'ils sont adultes, ils peuvent même avoir un retard de croissance au niveau du nez, et en fait, ils sont essoufflés s'ils respirent en permanence par le nez. Donc, c'est encore d'autres problèmes. D'où aussi le problème dans l'examen subjectif, aussi la question des allergies. Leur demander aussi s'ils ont souvent le nez congestionné, s'ils ont le nez pris, et c'est de l'hygiène après, mais ça peut être problématique. Donc là, c'était un petit encart sur les praxis ventilatoires. Et là, surtout, les praxis des dégustations. Donc là, on pourrait y passer je sais pas combien de temps, mais en tout cas, pour que vous compreniez, moi, dans ma rééducation, je demande trois choses à mon patient lorsqu'il déglutit. Donc en général, on le met face à un miroir, on lui demande de déglutir, et puis on voit plein de choses. Parfois, vous voyez une aspiration de la salive, parfois vous voyez des patients qui font des grimaces lorsqu'ils avalent leur salive, parfois ils font des mouvements des cervicales, des projections céphaliques, enfin, on voit de tout. Ce qui est important, c'est de comprendre, c'est déjà, il faut que la langue soit au palais lorsque vous déglutissez. On avale quasiment 1200 à 1300 fois sa salive par jour, donc si votre langue appuie sur les dents, déjà ça peut entraîner des contraintes au niveau des ATM. C'est un premier facteur. Deuxième chose, c'est dans le cadre de l'orthodontie, on fait souvent ce genre de rééducation parce que si le patient a une langue basse lorsqu'il déglutit, le patient, une fois qu'il a terminé son traitement orthodontique, il n'a plus ses bagues et que la langue est toujours en bas, et ben, la langue elle exerce une pression sur les dents. Donc au fur et à mesure du temps, les dents peuvent bouger si vous voulez. On peut avoir une petite mobilité dentaire, une avancée des dents. Donc c'est dommage d'avoir fait parfois tant de temps d'orthodontie pour que les dents rebougent. Donc ça peut être une double utilité, donc dans l'orthodontie et même dans la dysfonction de la TM. Deuxième chose, il faut que quand votre patient avale la salive, le visage normalement doit être immobile. Sinon, ça veut dire qu'il a une compensation, ça veut dire que sa déglutition lui demande un tel effort qu'il est obligé de recruter certains muscles possiers du visage. Il est face à un miroir, vous lui demandez d'avaler, mais de garder le visage voilà, neutre, sans expression, sans onde péristaltique ici au niveau des lèvres. Souvent, on peut voir qu'il fait un effort ici. Et dernier point, il doit plus ou moins garder la tête immobile. Sinon, pareil, ça veut dire qu'il peut avoir une compensation et recruter tous ses muscles cervicaux pour déglutir. Pour ça, vous demandez à votre patient d'être en contact d'un mur. Vous lui demandez de mettre la tête derrière un mur, pas totalement en contact ni totalement décollé, juste un point de contact léger. Et quand il avale sa salive, si sa tête vient buter contre le mur, c'est qu'il a bougé sa tête. Si sa tête vient décoller du mur, c'est qu'il a fait une flexion, donc c'est pareil, il n'a pas réussi à maintenir sa tête immobile. Donc avec ça, déjà, vous pouvez travailler un petit peu la déglutition. Puis pareil, après, on peut complexifier, on peut essayer de travailler déglutition bouche ouverte, avec un abaisse-langue, on le demande à votre patient de maintenir l'abaisse-langue en haut, et d'avaler sans faire tomber l'abaisse-langue. On peut faire ça avec un élastique, il faut être créatif, mais on peut vraiment avoir toute une progression d'exercice là-dessus. Et enfin, la prononciation, donc ça c'est le côté un petit peu délicat quand vous avez des patients adultes, parce qu'ils peuvent avoir l'impression de retourner au CP parfois, mais
Chez certains patients, c'est nécessaire en fait. Quand ils parlent, ils ont la langue qui est en dehors de la bouche. Et en fait, il faut parfois travailler certaines palatales. Le L, le N, le D et le T, c'est certaines consonnes qu'on va prononcer avec la pointe de la langue au palais normalement. Vous les associez avec différentes voyelles, donc A, E, I, O, U, donc ça fait la, le, li, lo, lu, et ainsi de suite. Parfois, certains patients ils vont se sentir infantilisés, donc vous le faites pas, mais chez certains qui sont demandeurs, qui sont vraiment, en tout cas, avec cette béance et cette langue antérieure, c'est nécessaire de le faire. Et après, vous faites prononcer des sifflantes où la langue n'est pas forcément non plus placée au palais, mais ça leur fait une certaine gymnastique. Donc, vous leur donnez une liste de mots à lire, comme là je vous ai mis, avec toutes les consonnes associées à toutes les voyelles. Et parfois, vous mettez des sifflantes aussi. Donc, ça fait par exemple salade, où le S, la langue n'est pas forcément au palais, mais sur le L et le D, le patient doit placer sa langue en haut. Et je vous assure que pour certains patients, c'est l'enfer de faire ça, parce que ça leur demande un effort et une concentration. Soit ils arrivent à prononcer, à placer correctement la langue, mais à ne pas prononcer correctement, soit ils prononcent correctement, mais avec une langue totalement en bas. Donc il faut pouvoir travailler ça de temps en temps. Et on peut à la fin donner quand même quelques conseils aux patients, éviter déjà toute parafonction, quand même, mâcher les chewing-gums, ronger les ongles, mâchonner les stylos, tout ça. Ça peut entretenir des dysfonctions, voire ça peut entretenir une langue en position basse. Ça peut entretenir par exemple des phénomènes d'aspiration, de succion en fait, qu'il faut éviter. Et surtout, on peut leur demander d'avoir une mastication bilatérale. Un patient qui vient vous voir avec une dysfonction, souvent il va vous dire j'ai mal à droite, donc je mastique à gauche. Alors que le problème, en fait, c'est que de mastiquer à gauche, ça sollicite essentiellement l'articulation temporomandibulaire à droite. Quand vous mâchez à gauche, votre condyle droit, c'est lui qui travaille, parce qu'en fait, votre mâchoire fait une déduction gauche, du coup, il y a le condyle de l'autre côté qui va pivoter, si vous voulez. Donc, il faut surtout avoir une mastication bilatérale pour les ATM, mais en plus pour les dents. Vos dents, elles sont faites pour mastiquer, donc les deux côtés doivent mastiquer. Enfin, là, alors, c'est une petite conclusion, mais bon, on a vu un petit peu de l'anatomie, de la pathologie, on a vu un petit peu de raisonnement clinique avec l'examen subjectif, l'examen objectif, quelques techniques de thérapie manuelle, de praxis. Après, en tout cas, en thérapie manuelle et même dans la sphère maxillofaciale, il faut surtout pas croire que c'est que de l'ATM, mais on a aussi beaucoup de techniques sur tout ce qui va être viscérocrâne, des techniques sur le neurocrâne, on peut avoir de la neurodynamique, on peut avoir des techniques crânio-cervicales. Et en fait, si voilà, vous voulez approfondir cette spécialité, elle est vraiment très très vaste, très variée. Vous avez énormément de techniques disponibles, avec des techniques de compression, des techniques neurales, des techniques de mobilisation des tissus mous. Donc c'est assez riche. Donc il y a beaucoup de littérature là-dessus. Vous avez aussi beaucoup de formations. Je pense qu'il y a de quoi faire. En tout cas, j'espère qu'avec cette intervention ce soir, vous avez déjà peut-être quelques réponses à vos questions. Et puis surtout, bah, je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a fait ce soir, vous comprenez au moins quand même comment fonctionne cette dysfonction. Et puis je suis sûr que vous pouvez déjà traiter en partie ces patients avec quelques séances. Voilà. Et maintenant, s'il y a des questions, on va pouvoir y passer en tout cas. Bon, merci beaucoup. Merci, merci d'avoir été présent. Merci Alexandre pour la présentation. Merci Claire pour les petites merci à Claire aussi, détails. Et puis merci à vous tous d'être présents. On vous dit juste que on a une autre conférence qui est programmée le 10 novembre. Donc c'est un mardi cette fois, le 10 novembre. Ce sera sur le genou méniscal. On aura la chance d'avoir un chirurgien de la Pitié-Salpêtrière qui nous parlera de la chirurgie et des indications de la chirurgie pour le ménisque du genou et un kiné spécialisé dans ce domaine-là et le domaine du sport pour ce genou méniscal. Voilà. Donc à bientôt le 10 novembre. Vous aurez les informations sur Facebook toujours. N'oubliez pas la cagnotte Litchi si vous souhaitez participer pour nous aider à continuer de faire ces conférences. Et on vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine.